Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires en pleine pandémie et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 71e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, le 2 mai 2022, juste avant la fête des mères, début du mois de mai. Tristan, bonjour. Bonjour Marc-Antoine, comment ça va? Ça va toi? Oui, ça va. Écoute, non seulement début mai, 2 mai, tous les espoirs sont permis. Il a fait beau en fin de semaine, finalement. Oui. Fait qu'écoute, c'est le fun de lancer ce mois-là de cette façon-là. Ah ouais, j'espère que ça va continuer. Là, c'est un petit peu plus gris, mais je pense qu'il annonce encore une belle fin de semaine, la fin de semaine prochaine, fait que ça va être super. On va se le souhaiter. Les barbecues vont se faire. On a besoin. Les martinis aussi, je te dirais qu'en fin de semaine, il faisait beau puis ça paraissait d'un breuvage. Ouais, mais pourtant, un martini, c'est pas quelque chose que tu bois pour te désaltérer nécessairement. Pas en tout. Mais... non. Au pire, ça te donne soif. Ouais, c'est ça fait juste que tu bois plus de chaser. Non, mais, tu sais, j'ai parlé, c'était-tu dans le dernier épisode, mon clamato fumé? Ouais, je pense que oui. Bon, fait que j'en avais plus, fait que j'ai refait une batch hier, puis je pense que je l'ai fini en fin de semaine. Avant, mais j'en ai refait hier. Okay. En tout cas, bref, je ne peux plus boire une bière sans mettre ça dedans. OK. T'es rendu addict à ça, c'est une espèce de... C'est une intervention que tu nous demandes? C'est un appel à l'aide ou... Non! non, c'est bien correct. En fait, c'est... Non, en plus, c'est ça, après l'avoir fait, moi, je filais wild, j'ai texté du monde, hey, je viens de faire fumer du clamato, pointez-vous, apéro, pis tout ça. Juste une personne qui est venue. OK, mais quand même. C'est correct, il m'en reste plus pour moi. Ouais, c'est en plus, c'est déjà une personne de plus que personne pantoute, fait que c'est ça. C'est quand même bien. Ouais. Toi, grosse... Cool. Ah, fin de semaine, sous le signe d'aller dehors, profiter de la température, le vélo, faisait beau, fait que ça a été ça en fin de semaine. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais ça, fait que ça a été ça, mais pas trop alcoolisé en fin de semaine, plus tranquille quand même. Non, mais je me... C'est bien raisonnable. Oui, mais la fin de semaine de la fête des mères s'en vient et c'est la fête à ma mère, donc ça risque de se corser. Double fête. Ouais. Moi, c'est la fête à ma blonde, fait que... Ah ouais, en plus, fait que écoute, toi aussi ça va se corser, je pense. Fait que... Il y a des chances. Il y a des chances. Fait que là, tu viens de nous partager clamato, fumé. Ben, j'ai-tu un martini? Oui, j'ai un martini. Hein. Mais aussi. C'est ça, là, j'étais allé à la SAC racheter. Là, pour vrai, je suis rendu, je me casse pas la tête. Je suis retourné avec le trésor numéro 13, qui est vraiment, il est parfait pour les petits martinis basic comme les petits dirty martinis. Mais là, il y avait plus de Noël Pratt, fait que je voulais pas acheter du martini, j'ai acheté du Lionello. OK. Il fait la job. Je connais pas. Ben, c'est... Ouais, pour vrai, il est vraiment pas cher en plus, là. Fait que j'avais comme un petit doute, mais je l'avais déjà essayé avant. Je me souvenais plus, il goûtait quoi, mais il est genre 12 et quelques, là, le 26 onces. Ah, wow, ok, non, vraiment pas cher, là. Ouais, puis en fait, ce qui est important, c'est qu'il est extra dry. Oui, toujours important. C'est ça. Le martini est juste dry, ça fait une différence. Ouais, puis... Il est un peu plus sucré. Exact, puis le extra dry, c'est ce qui fait toute la différence. Mais tu sais, on s'entend, dans un martini, c'est ce qui fait la différence, c'est pas nécessairement le vermouth. Non, c'est pas ça. C'est le jus d'olive et tout. Mais... Et le gin aussi, qui est utilisé. Donc, t'as quoi, toi? T'as-tu un nouveau quelque chose? Non, rien de nouveau cette semaine. Écoute, je suis dans je pense que je vais passer au travers de ma bouteille de récif avant d'aller essayer d'autres choses. Hein, parce que il est bon, hein? Ah, j'ai pas d'autres choses à dire. Là, je suis en train vraiment de tomber en amour. Il y en a reçu 12 bouteilles à ma sac. Justement, je les ai vues. J'en ai pas acheté en fin de semaine, mais d'après moi, en fait, ils les ont commandé quand un de mes chums est allé puis qu'ils en voulaient puis qu'ils n'avaient pas. Fait qu'ils ont passé une commande de Saint-Laurent puis de récif. Fait que les tablettes étaient pleines de Saint-Laurent puis de récif. Mais tu sais, je te disais que j'étais un peu partagé entre le récif, le Saint-Laurent, mais là, plus je prends du récif, moins il y a du partage. Là. Va falloir c'est ça, tu commences à être plus convaincu. Hein? Ouais. Faut que j'essaie d'autres choses. Je prends une pause, moi, mais c'est pour revenir en force après. C'est bon. Mais écoute, c'est pas... ce qui est le fun aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas tant besoin, nous autres, de partager de recettes de martini. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, on va avoir un épisode spécial. Un talk show?
Ouais, un talk show. On a encore un invité cette semaine, Yes. donc on va vous parler. Dont on va vous parler dans quelques instants. Mais non, c'est ça, je suis revenu sur mon truc de la SAC. Pour vrai, c'est drôle en fin de semaine parce qu'il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde dans la SAC. OK. Puis c'était un petit peu le bordel et tout. Puis là, il demandait, genre, comme, tu sais, de placer le monde en rang d'un caisse pis tout. Puis en tout cas, je te dis, je me sentais comme à l'école, tu sais, ça prenait quasiment un directeur pour gérer le crowd dans le sac, tu sais. Hey, moi, le pire, c'est que je savais que t'étais en train de me dire attends un peu. Quand tu m'as juste dit attends un peu, je vais revenir sur mon histoire dans 20 semaines, je savais que c'est parce que tu voulais m'amener ta transition. Oui. Là, Ah, wow. Ah, c'est parfait. En tout cas, ça laisse pas de doute sur la suite des choses aujourd'hui. Hein. Non, exact. Non, aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que ça va être... oui, on a un invité qu'on va vous présenter dans quelques instants, mais c'est assez particulier. On a l'habitude de faire plus, tu sais, le volet, si tu veux, business et tout. Mais aujourd'hui, on reçoit un directeur d'école. Fait que oui, c'est un volet, c'est business aussi, mais ça va comme être un autre angle un petit peu qu'on a. Puis c'est quelqu'un que Tristan connaît. Fait que je vais le présenter tout de suite. En fait, son nom, c'est Pierre-Samuel Poulain, qui est directeur d'école primaire, si je me trompe pas, depuis maintenant 5 ans. Fait que Pierre-Samuel, si tu ouvrais ton micro et nous saluer, on va te souhaiter la bienvenue. Bonjour messieurs, quel accueil, hein, quand même, quel lien, Marc-Antoine. Ah oui? Je suis vraiment, vraiment impressionné. Tu me donnes-tu la note de passage? Facilement, ouais, ça nous a donné tout que je me demandais où on s'en allait, mais j'ai vu le filon, là, j'ai compris le sens. T'es pas tout seul à se demander où est-ce qu'il s'en allait, puis là, je sens que Marc-Antoine va être dans un jeu de mots parce qu'il vient de dire la note de passage, puis là, il va faire plein d'allusions à tout ce qui a un rapport avec l'école, là, aujourd'hui, là, ça promet, hein. Mais l'affaire qui est bien drôle avec ça, c'est qu'il n'y a jamais personne qui sait où on s'en va quand on commence la transition. Même moi, je le sais pas. Fait que c'est ça qui est débile. Ouais, ça va bien, Père Samuel? Oui, ça va super bien. Super content d'être avec vous aujourd'hui. Tu sais, je t'entendais, Marc-Antoine, tu disais, d'habitude, on a plus l'aspect entrepreneurial, mais je te dirais que en tout cas, dans notre travail, il y a certainement toutes sortes de liens qu'on va pouvoir faire là, en lien avec la business, puis un peu une école. Là, donc, bien hâte de discuter avec vous. Exact. Là, on te prend en fin de journée. Fait que là, c'est plus tranquille. Il y a personne en retenue. Tout est correct. Ben, juste pour ça que j'ai été un petit peu en retard. J'ai quelques minutes. J'ai eu du monde jusqu'à 16h30. Mais bon, ça fait partie de notre réalité. Là. Puis le service de garde est encore ouvert là, chez nous jusqu'à 6h moins quart. Là, mais qu'une fois que les classes se terminent, il y a quand même une accalmie, je vais dire ça comme ça. C'est dans quelle région? T'es pas obligé, on fait, tu sais, normalement, la politique du podcast, c'est qu'on fait pas de name dropping, fait que t'es pas obligé de nommer l'école si tu veux pas. Mais tu peux nous dire peut-être dans quelle région du Québec ton école est? Ben, dans le fond, moi, je suis à Magog, dans le fond, à l'école Brassard-Saint-Patrice. Notre école a deux pavillons, là, un pavillon, le pavillon Brassard, puis le pavillon Saint-Patrice. Moi, mon bureau est situé au pavillon Saint-Patrice. Il y a 300 élèves au pavillon Brassard, puis il y en a 500 au pavillon Saint-Pat environ, là. C'est 793 en tout. Mais on a toute une bonne quantité d'employés, mais c'est un peu ça. C'est là où je suis en ce moment. Okay, c'est public comme école, là. Oui, c'est une école publique, effectivement. Là, toi, tu gères les deux pavillons? Oui, on gère les deux pavillons. On a une équipe de gestion, par contre, là, je gère pas ça tout seul. Là. Ah non. Allô? C'est moi qui l'ai muté. Je m'excuse, Pierre-Samuel, j'ai accroché ton micro, fait que démute-toi. Okay. Je suis revenu, on m'a coupé, là, on m'a déjà censuré, ça va bien? Non, on n'aime pas ça. Hein. Je me suis accroché dans le bouton, désolé tout le monde, fait que continue. Je sais pas, je t'ai rendu où? Je disais que je suis pas seul dans la gestion. Avec on est une équipe de 3 dans le fond. Il y a une directrice adjointe qui est située au pavillon Brassard, puis il y a une directrice aussi adjointe qui est au pavillon Saint-Patrice avec moi. Okay. Donc, on s'est réparti nos mandats et puis on avance dans tout ça. Là. Moi, je suis en poste depuis août 2020. Okay. Puis au début de la pandémie, j'étais dans 2 plus petites écoles là, dans notre centre de service toujours, là, du côté de Windsor puis Saint-Claude. Là, et puis j'ai changé en août 2020. Okay. Ah, mais attends un peu, avant de nous parler de tout ça, c'est ça. Oui, prend... c'est ça. La même affaire, on va mettre ça sur pause 2 secondes, là, mais vas-y Marc-Antoine. C'est ça, là, on ne peut pas commencer avec un invité sans qu'il nous partage sa recette de drink rapide. Je crois que tu n'es pas un amateur de martini, mais tu as quelque chose d'autre à nous proposer, fait que vas-y, on t'écoute là-dessus.
Je sais pas si c'est un peu intense, là, mais en tout cas, ceci étant dit, je l'ai entendu en début, là, tu sais, vous parliez de la fête des mères. Moi aussi, c'est la fête de ma mère en fin de semaine, la fête de ma belle-mère, puis c'est ça. Donc, mais j'entendais aussi Tristan parler du récif, là. Ça, c'est un gin qui provient de la Gaspésie. Est-ce que c'est bien ça, Tristan? Ouais, exact. Parce que cet été, on est allé, puis j'ai goûté aussi, puis là, je t'entendais aussi dire comparé avec le Saint-Laurent, là, ben moi aussi, là, mais là, ça va être dans le fond. Il y aurait mon premier drink, ça sera pas une grosse recette. Là. Je parlais de gin tonic. Mais pour les gens qui un jour peut-être vont être invités chez moi, là, moi j'avais plus un aspect shooter. Puis j'ai découvert dernièrement un mélange, parce que j'aime toujours un mélange sucré. Il y avait un mélange Fireball Jack Daniels, si jamais vous avez le goût. Si jamais vous avez le goût. C'est quand même intéressant. Fait que je vous partage cette simple recette-là, mais des fois, ça peut donner lieu à. C'est bon, tu sais, le Jack Daniel te rend malade, puis le Fireball, c'est le petit goût de cannelle. Le petit goût de cannelle qui va te donner bonne haleine après. Exact. La cannelle est toujours intéressante. Hein. Moi, ça me rappelle, chez ma grand-mère, elle me donnait de la cannelle les dimanches. Fait que ça ramène quand même aux sources, ça. C'est intéressant. Wow. Ça, c'est drôle. Fait que là, tu t'enlignes des... Y a-tu un nom, ce shot-là? C'est quoi? Ben, vous irez voir, ça s'appelle un Jack Fire, qu'on m'a dit. C'est malade. OK. Juste pour la petite histoire, parce que Pierre Samuel est un beauceron, OK? Je veux juste dire ça aussi, c'est important pour, je pense, pour qu'on sache un peu tes racines d'avoir des recettes comme ça, parce que c'est assez explosif, là, mettre du Jack Daniels avec du Fireball, là, je te dirais que... Ben, c'est pour ça que je savais pas au début, mais sinon, un gin tonic avec récif, vraiment, moi aussi, je trouve que le récif, en tout cas, ce dont tu parlais au début, c'est un gin que je connais, vraiment intéressant également. Gin tonic avec récif, c'est pas trop sucré, le si pire, ouais, quand même, il y a quelque chose à faire. Sucré-salé, un sucré-salé, par exemple, à faire du tonic, ça doit être quand même intéressant. Hein? Exact. C'est pour ça que j'ai toujours un peu plus l'aspect sucré dans mes drinks. Merci pour tes deux recettes. Il y en a une pour mettre le feu aux poudres, puis l'autre pour s'entretenir toute la soirée. Hein. C'est un Jack Fire. Wow! Ouais, ça me semble violent, right. Mais... Fait que là, c'est ça que tu bois? Tu t'enlignes des shots pendant... Ah non, malheureusement, j'ai une tasse avec de l'eau. Je suis vraiment conventionnel. Je me suis même pas déplacé à la maison. C'est ça, il y a eu toutes sortes d'imprévus. C'est ça, fait que j'ai géré les imprévus également aujourd'hui. C'est correct. Non, on sait que c'est peut-être pas une bonne idée de se faire pogner avec un shooter de Jack Fire. T'es directeur d'école. Inquiétez-vous pas, il n'y en a pas, là, rassurez-vous. Okay. Mais cool, on va revenir à ce que tu disais tantôt. Tu sais, par rapport à où est-ce que tu es en ce moment, c'est quand même, est-ce que c'est, tu sais, tu as parlé que tu as travaillé dans 2 plus petites écoles avant, maintenant tu es dans une plus grosse école avec 2 pavillons. Pour nous donner un ordre d'idée, où est-ce que tu es actuellement, est-ce que c'est considéré comme une grosse école? Oui, en fait, c'est considéré même comme la plus grande école de notre centre de service. Ben, là où il y a le plus grand nombre d'élèves là, dans les écoles de notre centre de service. Nous, notre centre de service, il entoure Sherbrooke, dans le fond. Il y a des écoles de Magog, de Windsor, de Valcourt, et ça va jusqu'à Val-des-Sources. Donc, l'école Brassard-Saint-Patrice est celle où il y a le plus grand nombre d'élèves. Nos écoles secondaires, il y a aussi l'école secondaire La Ruche, là, où il va y avoir plus d'élèves qu'ici, là. Mais au niveau du primaire, oui, c'est celle où il y a le plus grand nombre d'élèves et d'employés par le fait même. Pourquoi La Ruche, ça me dit quelque chose? On a-tu entendu parler de ça aux nouvelles un moment donné, ou je sais pas? Il me semble que j'ai déjà entendu ça. Ouais, peut-être. L'école secondaire La Ruche qui est à Magog aussi, là, ouais. Okay. Y a-tu des projets spéciaux? Y a-tu quelque chose qui ferait qu'on aurait entendu parler d'eux? Ou Ben, plusieurs profils, plusieurs concentrations, mais je sais pas s'il y a quelque chose de spécifique, Marc-Antoine. Là, mais en fait, je sais pas, c'est juste que le nom me dit quelque chose, fait que c'est pour ça que je me demandais. C'est possible, ouais. OK, puis en fait, parce que là, je veux dire, tu es directeur d'école depuis quand même 5 ans. Moi, je sais que tu es un peu plus jeune que moi, là, fait que, écoute, c'est quand même assez... Premièrement, qu'est-ce qui t'a amené à devenir directeur d'école? Mais est-ce que ça se peut aussi que tu sois un des plus jeunes directeurs d'école, en fait, pas non seulement dans ton centre de service, mais au Québec? Je sais pas si au Québec, je suis un des plus jeunes. Maintenant, je suis un peu plus vieux, mais effectivement, Tristan, je pense que je suis encore plus jeune que toi. Hein? On continue de suivre les années. Ouais. Mais dans notre centre de service, oui, probablement un des plus jeunes.
Mais ceci étant dit, j'avais un intérêt. J'ai été enseignant au début de ma carrière, les 5 années et demie. Ben, je voulais c'est sûr que la gestion m'intéresse. J'ai fait une année en droit là, avant de retourner au bac en enseignement. Là. J'ai un peu un parcours atypique. Là. OK. Mais j'ai un intérêt pour un grand intérêt pour la gestion, mais aussi pour les élèves. Dans le fond, la réussite des élèves, là, c'est un grand mot, là, c'est philosophique, là, mais je pense qu'il faut croire en cette réussite-là du plus grand nombre d'élèves, puis de vouloir aussi faire une différence, sentir qu'on est capable d'amener du changement, d'amener des idées, tout ça dans le respect, là, dans des valeurs qui sont vraiment propres à moi, là, le respect, la bienveillance, le goût de travailler en équipe. Vraiment, là, c'est vraiment ce que je souhaite, que les gens se sentent bien là, en ma présence, mais aussi dans les équipes de notre école, parce que ultimement, ça a un impact sur nos élèves, là, tout ça. Là. Fait que c'est un peu ça mes motivations. Là. Ça a l'air peut-être un petit peu quétaine, là, mais ouais, c'est ça. C'est drôle de pas être bienveillant. Comme Tristan a dit, on l'a pas dit dans le podcast, on se l'a dit avant. Ma blonde est prof, moi, au préscolaire. Ah, t'as un préscolaire, toi, j'imagine, à ton école aussi? Okay. Oui, on a un préscolaire, nous aussi. Elle a fait sa maîtrise, justement, son mémoire, c'est la bienveillance. OK. Ouais. Tout ce bout-là, tu sais, avant, c'était une valeur mais de vouloir prendre soin, tu sais, puis quand on parle de bienveillance, c'est pas de laisser aller, là, c'est quand même de donner un cadre bienveillant aux élèves, de donner des attentes claires, mais, tu sais, d'avoir un milieu, tu sais, quand on le voit à l'échelle de notre classe, ben, c'est d'avoir une classe prévisible, des règles claires, mais à l'échelle de notre école, comment on va faire, justement, pour aider? Fait que tu sais, la gestion d'une école, c'est plein d'aspects, là, c'est hyper stimulant. Ça a dû être tout un défi, justement, la bienveillance dans les 2 dernières années avec les cours à distance, puis toutes ces... Ouais, hein, nous, on est souvent, comme direction d'école, on transige on travaille avec nos employés, on travaille avec les parents, on travaille avec le centre de service, puis dans le fond, effectivement, mais en même temps, tu sais, il n'y en avait jamais eu de pandémie, là. Donc, c'est sûr que le mode d'emploi, il était pas, il n'existait pas. Mais je pense qu'on a dû faire appel à la grande capacité d'adaptation. Là. Puis moi, je trouve que ultimement, les enfants, c'est quand même eux qui s'adaptent le mieux. Là. Puis ça, je suis pas mal à l'aise de le nommer. Là. Je vois vraiment que les enfants, c'est ça, ils s'adaptent. Hein, dans le fond, ils passent à travers. Puis là, je pense qu'on se dirige tranquillement vers une normalité, là, mais on s'en va vers ça, je pense. Mais toi, t'es tout le temps entre l'arbre et l'écosse, parce que tu l'as dit tantôt, t'as les professeurs d'un côté qui ont des demandes, puis t'as les parents qui viennent te voir directement, probablement, quand ça fait pas, soit avec un directeur ou qui veulent se plaindre de quelque chose, tu sais, fait que t'es comme tout le temps le tampon entre les deux qu'il faut qu'ils prennent les décisions, j'imagine. Exactement, on est toujours comme entre les deux. On est régi par toutes sortes de règles aussi, là. Mais ouais, il faut user de toutes sortes de stratégies, mais je pense que il y a des éléments de base, là, on s'entend, avec l'écoute, puis bon, de se nommer aussi les choses, mais oui. Tu prends le bord des parents ou le bord des étudiants? Moi, je prends toujours le bord des élèves. Moi, c'est toujours. Pas des élèves, excuse, des profs. Ah, ben moi, je vais toujours me recentrer sur le besoin de l'enfant, sur le besoin de l'élève. Fait que ça, c'est aidant quand on se positionne de cette façon-là. Tu sais, qu'on travaille en fonction. Qu'est-ce qui est le mieux pour lui? Mais je pense que dans une école privée, ça doit être différent. D'après moi, il y en a qui penchent plus du côté du parent payeur. C'est sûr que là, ça rajoute d'autres enjeux. Puis nous, au moins, on a cette liberté-là quand même. Tu sais, on ne dépend pas d'une organisation scolaire. On a à le faire d'année en année, mais on n'a pas cette presse. Ben, moi, ça doit être, j'imagine, parce que je l'ai jamais vécu, là, mais une forme de pression aussi d'attirer. Nous, on a des programmes, on met en place un projet éducatif également, mais d'année en année, d'être dépendant de ça, ça doit pas toujours être évident. T'aimes-tu les syndicats? Oh, sac! Et pas bon. T'es pas obligé de répondre. Moi, c'est la question Jack Fire. Moi, je suis prêt à répondre, inquiétez-vous pas. Il n'y a pas de mauvaise question. Tu sais, dans le fond,
moi, je vais travailler en collaboration aussi avec les syndicats. Il y en a pour le personnel de soutien, il y en a pour le personnel professionnel, il y en a également pour le personnel des enseignants. Donc, c'est sûr que moi, on va travailler en collaboration pour trouver des compromis, pour trouver des ententes, mais tout le temps en se recentrant sur le besoin des élèves. Pour moi, ça demeure vraiment, vraiment important. Ben, Ce bout-là, c'est vraiment là où on souhaite aller. Puis on arrive à trouver des compromis, des ententes, puis à suivre les règles aussi. Là, ça fait partie du jeu, là, si on peut dire ça comme ça. un bon thinking quand même, parce que ultimement, l'élève, c'est lui le client final comme tel qui apprend, tu sais, puis qui fait sa vie dans le fond. Tu sais. Ben oui, exact. Mais en fait aussi, tu sais, Pierre-Samuel a quand même déjà été du côté du syndiqué aussi. Là. Ouais, c'est ça, t'as déjà été prof aussi. Fait que j'imagine que ça aide à avoir une perspective peut-être un petit peu plus en retrait ou de prendre un peu plus de recul par rapport à des situations que tu peux vivre au quotidien là, avec le corps professoral ou ton personnel d'entretien. Là. Exact. En ce moment, les directions d'école ont l'obligation d'avoir un brevet, donc d'être enseignant à la base. Ah, c'était ça ma question. C'est sûr que ça aide, dans le fond, dans la compréhension, dans cette réalité-là scolaire, dans ce quotidien-là là, qui est évolué. Là. L'école est plus comme nous quand on allait à l'école. Les services qu'on donne aussi se sont améliorés. Tu sais, moi, je suis fier de la qualité des services qu'on peut donner là, quand on s'investit et qu'on travaille en équipe. Ben, on va arriver à toutes sortes de résultats, là, tout le temps se recentrant sur notre mission, sur nos valeurs. Là. Ça a l'air des grands principes, là, mais quand on a cette vision-là, c'est aidant. Là. Puis, juste me donner une idée, t'as combien, je vais dire à ta charge, là, mais je veux pas dire ça comme ça, mais t'as combien d'employés dans ton équipe en tout et partout pour les 2 pavillons? En ce moment, il y a 115 employés environ à peu près dans l'école. Je te dirais qu'il y a environ 50 quelques enseignants. Il y a, tu sais, on a un service de garde qu'on fait rouler également. Au service de garde, on a 11 éducatrices. On a une technicienne, on a une éducatrice en classe principale. On a, faut pas que j'oublie personne, là, on a toute une équipe de TES qui soutiennent. On a des classes spéciales, là, donc on a des TES, des PEH, ça c'est des préposés aux élèves handicapés. J'ai une équipe au niveau du secrétariat, il y a trois personnes aussi. Dans le fond, au niveau des professionnels également, psychoéducatrices, orthophonistes, psychologues, orthopédagogues. Donc, différents corps d'emploi, mais en grosso modo, là, 115 employés, là, fait que oui, il y a bien de l'action. Je trouvais ça le fun. Tantôt, tu disais, tu sais, en introduction, on disait que c'était pas. Ouais, tu nous entends-tu? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous entends, Pierre? OK. Bon, désolé, on a un petit problème technique. On a été déconnecté, mais là, on est de retour et on va continuer. En fait, Pierre-Samuel nous parlait de son équipe, puis Tristan avait une question. Ouais, exact. C'est que ce que je disais tantôt, Pierre-Samuel, c'est en introduction, tu sais, tu faisais cette espèce de, pas le parallèle, mais Marc-Antoine te présentait comme étant un invité qui n'est pas tout à fait habituel, parce que d'habitude, on reçoit des gens, des gestionnaires d'entreprise, des gens d'entrepreneuriat. Mais tu disais justement que gérer une école, gérer une équipe comme ça, c'est un peu comme une entreprise. Puis écoute, à 115 personnes, c'est quand même assez impressionnant. C'est quoi les enjeux au quotidien comme gestionnaire que tu as par rapport à toute cette espèce d'écosystème-là dans lequel tu es? Ben, dans le fond, le premier enjeu, il y a souvent un enjeu d'opérationnel, de gestion courante. Tu sais, dans le fond, nous, notre rôle, il est stratégique, mais il y a aussi que ça fonctionne. Dans le fond, qu'on ait les personnes. Puis bon, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, vous n'êtes pas étonné à comprendre que il y a du monde qui s'absente. On cherche dans différents corps d'emploi. Dans le contexte aussi d'isolement de COVID, on a des remplacements court terme souvent à offrir. Donc, cette espèce de gestion courante-là, de s'assurer que tout le monde est là au bon endroit, puis de s'assurer de déléguer. Dans mon cas aussi, ça a été une réflexion de répartition des mandats initialement de direction, mais de déléguer aussi certains dossiers, être là plus comme au niveau de la direction générale, mais par exemple, comme moi, je prends le niveau 5e, 6e année, différentes instances aussi qui sont à ma charge, mais c'est de répartir tous ces éléments-là pour favoriser, là, pour être
le plus optimal possible, puis ultimement que l'élève se sente en sécurité à l'école. Tu sais, je parlais de réussite tantôt. Pour moi, c'est le fait d'être en sécurité à l'école puis de réussir. Je pense que un ne va pas sans l'autre, là. Fait que tu sais, c'est au niveau de la gestion courante. Puis nous, notre rôle, des fois, justement, il nous amène à avoir à dégager aussi une vision, puis à prendre des décisions courageuses, avoir des discussions courageuses sur des éléments, des fois dans des situations qu'il peut avoir dans des équipes de travail, qu'il peut avoir au niveau des familles, dans le fond. Fait qu'il y a tous ces éléments-là, mais faut quand même, tu sais, faut réagir promptement. Là. Je pense que les gens aussi ils ont l'attente là, qu'on soit là, qu'on soit capable de supporter nos équipes. Là. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Puis prendre le temps de les accueillir là, quand il y a des choses. Je pense qu'une discussion, là, ça aide des choses quand même, là, d'essayer de comprendre les problématiques que vont vivre nos employés pour les aider, les supporter. Puis bon, il y a toutes sortes de situations, mais je dirais que la gestion courante, ça demeure un défi là, que tout le monde soit là au bon endroit, qui soient au courant de ce qu'ils ont à faire, les tâches qu'ils ont à faire. Parce que plus il y a d'employés, plus il peut y avoir de comparaison. Puis il y a tout un aspect au niveau des rôles qui est important aussi là, par rapport à l'élève. Là. Fait que, je sais pas si ça répond, mais c'est comme toutes sortes d'enjeux qu'on peut avoir dans le contexte. Ça m'amène en fait à une autre question. Tu sais, tu as travaillé avec des... En fait, si avant tu travaillais comme directeur de 2 écoles, c'est donc nécessairement que c'était de beaucoup plus petites écoles puis que les équipes étaient beaucoup plus petites aussi en termes de professeurs, d'équipes d'entretien. Tu préfères-tu les plus petites équipes ou tu préfères les plus grosses équipes comme celle avec laquelle tu travailles aujourd'hui? C'est vraiment comme deux, même si c'est le même travail, les réalités sont complètement différentes. Dans le fond, dans l'ancien mandat où j'avais, il y avait un plus petit milieu qui était très rural, là, qui avait plusieurs résonances en lien avec la Beauce aussi, de là où je viens. Là. Puis tu sais, il y avait ça, c'est 2 entités dans le fond quand tu gères 2 écoles. Quand je dis 2 entités, ça veut dire que les gens ne parlent pas nécessairement entre les 2 écoles. Il y a 2 conseils d'établissement, il y a 2 assemblées générales d'enseignants. Hein, on parle vraiment de 2 entités. Fait que le rôle est comme différent aussi parce que on peut pas être à 2 places en même temps. Okay. Fait qu'il faut savoir, encore une fois, être là au bon moment, assurer des suivis quand même quand on n'est pas là. D'assurer d'avoir une réflexion aussi assez stratégique pour être là au bon moment, prendre des bonnes décisions. Tandis qu'ici, ben moi, je vois notre école comme un regroupement de plein d'équipes. Puis c'est d'essayer d'arrimer tout ça vers une même vision, là. Mais il y a différentes équipes de travail compte tenu que l'école est plus grande. Fait que des fois, dans la même journée, je passe d'une équipe à l'autre, puis c'est pas du tout la même façon de travailler. Fait que c'est d'essayer aussi de s'adapter puis de faire avancer ces équipes-là. Mais je trouve le défi actuel très stimulant à ce niveau-là. Là. Okay. Mais c'est comme même si c'est le même métier, le mandat est différent, là, je trouvais, dans mes anciens milieux par rapport à actuellement. Puis il y a quelque chose aussi qu'on gère, je pense, depuis 2 ans, ça s'appelle une pandémie mondiale. Fait que c'est sûr que ça a amené tu sais, là, je commence à voir le milieu comme il était avant la pandémie parce que la pandémie, elle a amené quand même dans notre réseau, je trouve, plusieurs questionnements intéressants. On peut juste penser au développement informatique, là. Le fait d'être appelé à faire de l'enseignement à distance, ça force à développer nos outils. Nous, là, au retour des fêtes, on a dû déployer massivement nos outils à travers notre école. Il y avait 220 portables qu'on a distribués, là, nous, dans les familles pour justement cet enseignement-là. Mais je pense à l'informatique. Je pense aussi au niveau pédagogique de se recentrer sur vraiment ce qui est essentiel, de se concentrer sur des éléments là, qui sont au cœur du programme. Là. Juste à rajouter encore beaucoup de tâches aux profs qui en ont déjà quand même pas mal, je trouve. Oui, c'est sûr que ça amène ça, mais d'un côté, la pandémie, sûr, oui, pas prévisible. Était pas prévisible. Ça a amené certaines tâches, effectivement, aux enseignants, mais il y a certains développements, je pense il y a des choses quand même à continuer. Tu sais, des fois, la pandémie nous a amené à dire, ben, on fait ça comme ça. Est-ce qu'on peut le faire de façon différente maintenant? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des choses qui viennent améliorer notre travail? Là?
je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Le seul problème qu'il y a, c'est de faire les choses différemment. C'est que t'as tout le temps un bâton dans les roues qui s'appelle le syndicat. Puis tu sais, comme puis je veux dire, je veux pas que tu parles en bien ou en mal des syndicats, peu importe, mais moi, je suis pas, je veux dire, j'ai pas d'intérêt dans ça, fait que je m'en fous, je peux en parler en mal tant que je veux. je trouve qu'ils sont pas là pour les bonnes raisons nécessairement, que c'est tout le temps négatif, c'est tout le temps, dès que tu essaies de proposer un changement, puis peut-être je me trompe, mais c'est la perception que j'ai, puis c'est ce que j'entends des profs, comme je dis, ma blonde est prof, je vois souvent ses amis profs. Mais c'est sûr, j'entends juste le côté de la médaille, mais tu le vois des nouvelles, tu l'entends tu sais, à chaque fois qu'il y a besoin de changement de quelque chose, tant le syndicat qui est là pour trouver des bébites, puis pour essayer de dire non, puis pour justifier la maudite cotisation syndicale qui finit plus, que les profs payent, qui coûte une fortune pour avoir un logo puis un t-shirt ou bien un barbecue avec des roteux au mois de juin, tu sais. En tout cas, moi, personnellement, j'ai vraiment du hate pour ça. Là. Mais c'est correct, je me ferai pas d'amis s'il y a des syndicalistes dans nos auditoires, mais dans nos audiences. Mais, étant donné que c'est un podcast qu'on parle d'entrepreneuriat puis tout ça, ça me surprendrait qu'il y ait bien des syndicalistes qui nous écoutent. Mais tu sais, dans le fond, ça dépend. C'est sûr que dans les médias, on va voir un côté, mais je pense qu'il y a tout un aspect de convivialité puis de travailler en amont. Bon, il y a des dossiers plus spécifiques pour des employés, mais tu sais, il y a peut-être des façons à se questionner quand même, là. Puis je pense ça fait partie de la réalité, dans le fond, les syndicats dans le réseau de l'éducation. Fait qu'il faut travailler, moi, je pense, ensemble. Ouais, non, oui, il faut vraiment se recentrer de... parce qu'il y a comme c'est vrai qu'il peut y avoir du spécifique, là, mais tu sais, rendu là, il y en a sûrement dans le domaine public. Il y en a certainement des entreprises aussi du plus spécifique. Fait que nous, on a d'autres règles attachées à ça, mais quand on veut travailler de façon un peu plus macro, c'est sûr qu'il y a des aspects spécifiques. Mais je pense qu'il faut travailler quand même c'est sûr c'est plus long, j'imagine que en entreprise, il y a un processus de consultation. Non, mais il y a tout ça, là. Il faudrait qu'il y ait une autre réforme de quelque chose. Là. Il y a tellement d'affaires qui font aucun sens. Là. Je fais juste penser à, mettons, puis toi, probablement que c'est pas au niveau de la direction de l'école comme tel, mais je parle juste à un professeur qui décide de changer. Mettons qu'il déménage pour X raison, là, mettons ton conjoint ou ta conjointe a une offre dans une autre partie du Québec, tout ça, il faut que tu changes de commission scolaire, mais tu perds toute ton ancienneté. Ça fait aucun sens. Pour vrai, je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Je comprends pas non plus pourquoi que t'en as parlé tantôt pendant la pandémie, il y a du monde qui sont malades, qui peuvent pas être là. Ça fait que les enseignants sont obligés des fois de remplacer au service de garde. Tu dois avoir ça dans ton école, toi aussi. Mais quand t'es enseignant puis que tu remplaces au service de garde, t'es payé au salaire de quelqu'un au service de garde et non à ton salaire d'enseignant, tu sais. Ce qui fait aucun sens non plus. En tout cas, bref, toutes des incohérences, je trouve, qui devraient être... Je pense que c'est peut-être plus l'inverse qui est arrivé, par exemple. Plus de monde, peut-être, de services de garde qui se sont trouvés à être dans des classes pour... Non. Mais non. Moi, je te dis, ma blonde, le midi, elle remplace des fois au service de garde parce qu'il manque quelqu'un, puis ça se retrouve être dans sa classe. Fait qu'elle est payée au salaire de service de garde. Il y a pas des... oui, il y en a eu du monde de service de garde. Là, ça, je sais pas, c'est eux autres qui étaient payés au salaire d'enseignant, étant donné qu'ils n'ont pas peut-être Pierre Samuel, tu peux nous répondre à ça si tu le sais. Ben, tu sais, au niveau de nous autres, on appelle ça un plan de contingence, là, mais actuellement, moi, dans mon milieu, j'ai surtout vu ce que Tristan mentionnait, où la personne est un plan de contingence, ça veut dire que là, les personnes sont parce qu'on n'est pas capable de trouver quelqu'un, puis il y a trop de monde isolé en même temps. On a vécu ça gros janvier, février, mais là, c'était plus dans l'aspect où quand il y a un enseignant qui s'absente, ben là, on prenait comme un autre corps d'emploi qui était affecté à cette tâche-là d'enseignant. L'inverse, pour nous, c'est pas arrivé, mais je dis pas que dans certaines écoles, ça se peut que ça arrive, je suis pas étonné, là. Tu sais, tu le confirmes, puis il y a certainement d'autres endroits au Québec où, justement, même en fin de journée au service de garde, moi, je suis quand même dans une ville... Mais la personne au service de garde qui prenait la tâche d'un professeur en remplacement, étais-tu payé au salaire d'un remplaçant ou était payé avec son salaire de service de garde? Ben, habituellement, la personne devrait être payée avec le corps d'emploi qu'elle occupe. Mais là, est-ce qu'il y a des règles différentes d'un centre de service à l'autre? Il y a quand même 71 centres de service là, au Québec. Ouais. Est-ce que là, il y a des ententes différentes? Là, moi, je me mouillerai pas à cet effet-là, là, mais dans le fond, la personne qui occupe d'autres tâches, normalement, est affectée dans le corps d'emploi qu'elle va travailler. Là, pour nous, au niveau d'affecter des enseignants au service de garde, c'est pas arrivé, mais ça se peut que ce soit arrivé là, dans d'autres écoles du Québec, j'en suis conscient, en raison de la pénurie. Puis juste dans les milieux un peu plus ruraux, vous imaginez aussi la difficulté de déplacer que des gens
se déplacent là, pour aller un midi ou une fin de journée. Fait qu'il y a toute une réflexion même à diminuer nos heures d'ouverture là, dans certains de ces milieux-là, même si c'est pas souhaitable. Là. Mais c'est une réalité là, actuelle. Là. Mais je pense que la pénurie, qu'on soit à l'école ou en entreprise, je pense qu'il y en a. La pénurie est partout actuellement. Fait qu'il faut. Le recrutement de proximité, je pense qu'il faut, en tout cas, faut essayer de trouver des solutions pour que les gens aient le goût là, de travailler dans nos milieux. Ben ouais, c'est clair. Tu viens t'as utilisé le mot centre de service, ça c'est le nouveau mot à la mode qui a remplacé commission scolaire, si je me trompe pas? Ben, dans le fond, les centres de service maintenant ont remplacé effectivement les commissions scolaires. Ça, c'est arrivé officiellement juste avant la pandémie, Ouais. où maintenant l'appellation est centre de service. Mais en fait, ce que ça l'a, puis tu peux me corriger si je me trompe, mais ça, en fait, ce que ça l'a amené, c'est que maintenant, il n'y a plus d'élection de commissaires dans les régions comme il y avait avant. Fait que nécessairement, Exactement. je pense qu'il y a eu une économie à ce niveau-là. Oui, il y a eu retrait des commissaires, puis instauration d'un conseil d'administration qui est composé de 5 membres du personnel. Il y a 5 membres aussi des parents. Donc, il y a toute une représentativité en lien avec les districts. Là. Chaque centre de service a fait des districts pour des parents qui sont élus, dans le fond, à même le comité de parents centre de service. Puis, il y a un aspect aussi, il y a 5 membres qui proviennent de la communauté. Donc, il y a différentes règles à respecter. Puis, il y a un certain renouvellement là, du conseil d'administration. Fait que désolé, on a encore eu une interruption, puis comme on se disait avant que Pierre-Samuel réembarque, d'après moi, c'est le syndicat qui tire la plug sur le réseau Wi-Fi à l'école. Ça, c'est drôle. Fait que désolé, encore une fois, une petite interruption, mais on est de retour. Let's go! On parlait du conseil d'administration, sa composition, là, fait que c'est 15 membres, là, dans le fond, qui sont là, qui prennent les décisions. Donc, c'est en gros là, le changement là, qui a eu lieu là, juste avant la pandémie, par exemple. Est-ce que, tu sais, en fait, justement, puis on le savait, là, les élections de commissaires à tous les 4 ans, je pense, en plus, que ça avait lieu avant? Oui. C'est ça? Tu sais, je veux dire, c'était des coûts faramineux, puis je pense qu'en abolissant les commissions scolaires, il y a dû y avoir une économie d'échelle, là, je peux pas croire. Est-ce que ça s'est traduit par des meilleurs budgets dans les écoles? Ben, dans le fond, il y a un principe, là, nous, qu'on appelle là, de subsidiarité. Là, je sors un grand mot ce soir, là, mais il y a un principe où, dans le fond, quelle est la meilleure instance pour prendre la décision? Tu sais, dans le fond, est-ce que c'est le conseil d'administration? Est-ce que c'est le conseil d'établissement de l'école aussi qui a des pouvoirs, dans le fond, pour décider un peu de la répartition? Mais tu sais, actuellement, au niveau de dire que là, est-ce que l'abolition du conseil des commissaires des conseils a une répercussion directe. Faudrait peut-être se donner plus que là, ça fait à peine 2 ans, puis on a eu dans le contexte de pandémie, mais j'imagine que on aura des chiffres par rapport à tout ça. Là. Tu sais, dans le fond, l'important, moi, je pense prendre la décision. Tu sais, quand ça touche l'élève, ben, c'est de se rapprocher le plus possible pour justement que ce soit les gens qui soient au courant, qui prennent ces décisions-là. Non pas que certains commissaires étaient très engagés quand même dans nos communautés, là. Mais je pense encore une fois, c'est toute une question de rôle. Puis je pense que cette structure-là était là. Cette structure-là, maintenant, c'est un conseil d'administration qui prend des décisions, mais il y a certaines décisions qui ont été reléguées là. Aux instances là, concernées là, pour justement répartir les sommes d'argent pour justement arriver. Parce que t'as parlé, c'est ça, t'as parlé de budget, là, puis de budget de classe, puis ces choses-là. Ça se peut-tu qu'il en manque un peu? Ben, pour moi, actuellement, là, on doit quand même vivre avec ça, de dire qu'il en manque. Moi, je le vois plutôt à l'inverse. Comment on peut faire avec les ressources qu'on a pour essayer de donner le meilleur service. Puis ultimement, c'est sûr que, mais même si quand on a des sous, il faut organiser quand même les services, faut trouver les bonnes personnes. Non, c'est plus au niveau des profs qui doivent, ils ont un budget de classe pour acheter du matériel et tout, mais souvent ça déborde puis ils font des achats, de leur poche, comme, mettons, quand les profs ont des stagiaires, en général, mettons, ils vont lui donner un petit cadeau à la fin, puis généralement, c'est comme soit un budget ou une trousse de démarrage de classe, parce que tu arrives dans une nouvelle classe, faut que tu amènes du matériel, parce que l'autre prof est reparti avec son matériel, fait que là, des fois, puis je pense que quand il y a une ouverture de classe, je pense que tu as plus de budget, je me trompe pas. Ben, c'est sûr, quand il y a une ouverture, moi, j'essaie vraiment de partir du besoin, même des enseignants qui ont des intérêts, ils pourraient avoir toutes sortes de besoins.
ben c'est d'essayer de voir ben qu'est-ce qu'on peut faire là, puis des fois de se placer à travailler ensemble. Puis là puis là il va avoir certaines choses, certains moyens. Puis c'est sûr qu'on doit nous prioriser à travers tout ça là, dans le fond à travers toutes les demandes qu'on peut avoir là, dans mon rôle. Ben c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui a le plus d'impact là. C'est sûr. Mais toi, t'es un bon directeur, en fait, c'est ça. C'est pas tous les directeurs qui sont comme... Non, mais c'est vrai, pour vrai, tu sais, j'écoute ces réponses. Je sais qu'il y en a qui, tu sais, puis pour en entendre, je sais qu'il y en a des écoles où est-ce que la direction est pas très collaborative, puis tu sais, c'est un peu un genre de power trip, si tu veux, là. Mais ça, c'est un peu comme dans n'importe quoi, par exemple. Je pense qu'il y a des parallèles à faire entre ça puis les entreprises. C'est ça, exact. Non, exactement. Il faut vraiment, tu sais, le client, pour nous, ben, tu sais, une business, ça dépend c'est quoi, mais nous, c'est l'élève, là. Puis l'élève, un humain, une année, c'est un besoin, l'année d'après, c'est d'autres choses, tu sais, faut être capable de s'adapter, là, parce que, tu sais, ça évolue, là. Fournis-tu, toi, des orthopédagogues au préscolaire? Ça, c'est une question directement de ma blonde. Wow! Ça, c'est la première question de la blonde à Marc-Antoine qui se retrouve sur le podcast. Wow! Puis ta blonde, elle, comment ça fonctionne dans son école? Je vais te relancer la question. Ah, ben elle, la directrice, le recoupé à ressources. Fait que, ben, ça dépend. Je suis pas étonné de ta réponse à voir la question, mais ça dépend quels sont nos projets. Nous, actuellement, on travaille puis je dis nous, mais pour moi, c'est pas seulement notre milieu, mais il y a une réflexion au centre de service sur justement un modèle qui s'appelle un modèle de la réponse à l'intervention de la RAI, où là, on va, dans le fond, là, l'élève, là, au début de l'année, il y a un test de dépistage. Ça, c'est vraiment autre chose que des évaluations. Ça nous permet de voir là où les élèves comprennent un peu moins bien. Ça nous permet d'orienter, l'enseignant, ça lui permet de savoir des notions qui ont peut-être été moins bien comprises par les élèves. L'orthopédagogue, ça nous permet d'orienter les services. Puis on le fait ça 3 fois dans l'année. Fait que ce bout-là, pour le premier cycle, là, nous actuellement, on le travaille pour le premier cycle, mais c'est aidant pour connaître encore un peu mieux l'élève qui a un résultat qu'on va avoir là. Je vous donne un exemple, à l'étape 1 puis à l'étape 2. Mais c'est vraiment, fait que là, nous, l'orthopédagogue est appelé à jouer un rôle là-dedans pour connaître encore mieux nos élèves puis cibler les bonnes interventions là, à faire avec eux. Puis interventions qui auront un résultat, là, c'est qu'on regarde ça sur un laps de temps, puis après ça, après 8 semaines, bon, quel est le résultat? Fait que ça, c'est un bout qu'elle travaille. Mais c'est dès le préscolaire. Mais habituellement, au début de l'année, il y a quand même... Mais toi, as-tu une maternelle 4 ans? Toi, non, moi, j'ai pas de maternelle 4 ans. OK. T'es-tu pour ça? Ben, si je suis pour ça, les maternelles 4 ans, dans le fond, tu sais, notre système actuellement, il faut, avec l'arrivée des maternelles 4 ans, moi, je pense qu'il faut s'organiser en conséquence. Il faut quand même réfléchir à, si on intègre ces élèves-là, faut être sûr d'offrir le meilleur service pour eux, c'est-à-dire d'avoir... Ça peut pas être comme c'est là, je pense, parce que il y en a plein qui arrivent à la maternelle 5 ans puis qui sont pas encore déjà même assez matures pour être là. Il y a un élément, moi je pense, d'environnement, d'avoir un environnement qui est adéquat pour eux, autant sur la cour d'école, à l'intérieur de l'école, de mettre aussi les ressources en place. Mais moi, tu vois, je le vois aussi que quand ces élèves-là sont là en maternelle 4 ans, dans des milieux un petit peu plus défavorisés, mais ça nous donne quand même une longueur d'avance sur les observations qu'on va faire, puis sur les interventions qu'on va mettre en place. C'est quand on voit l'élève un petit peu plus tôt, mais ça nous donne ça d'agir justement tôt dans le processus. Ça te donne 1 an de plus, mais sauf que tu sais, le développement, la maturité peut tellement changer en 1 an à cet âge-là. Ah oui, ça peut évoluer. Ça veut pas dire que ça va être pareil. Exactement, ça évolue rapidement. Là, puis c'est pour ça qu'on, tu sais, quand on veut faire des changements, c'est à ce stade-là que ça a un impact. C'est plus que le jeune est jeune, plus que quand on fait une intervention, il y a des chances que ça s'améliore. Fait que oui, mais moi je le vois comme il y a l'aspect, oui, quand il est à l'école, mais il faut aussi que l'environnement soit fait en fonction de ça. Il faut penser à eux. Tu sais, leur réalité, eux, après le dîner, on parle de, ils ont besoin certains ont encore besoin de se reposer. Là, moi, j'en avais un garçon, puis j'en ai encore un d'ailleurs, mais lui, il avait besoin de se reposer après le dîner, même s'il avait 4 ans, là, tu sais. Fait que de là, puis encore une fois, le préscolaire, que ce soit 4 ans ou 5 ans, c'est pas obligatoire, là, mais je sais que même pour les 5 ans, c'est à 98% des parents du Québec qui utilisent ça, mais ultimement, pour moi, ça demeure quand même un choix de parent. Le parent a... Ça paraît que c'est pas obligatoire quand, tu sais, puis c'est correct, là, tu sais, dans le sens que, mettons, des parents qui partent en vacances,
puis qu'ils reviennent, tu sais, l'élève est pas là dans des heures, dans des plages de cours, mettons, il revient une semaine plus tard ou il part une semaine plus tôt, puis là, ben, les parents demandent d'avoir du matériel, tu sais, pour qu'ils keep up, mettons, le groupe, mais comme ça donne encore de la job aux profs. Là, je suis vraiment biaisé là, dans tout ce que je dis, parce que je prends toujours le bord des profs, là, mais... Ouais, parce que tu partages ta vie avec quelqu'un au quotidien qui exact. te feed un peu en sentiments. Exact. Mais tu sais, c'est quand même une réalité, puis si je suis capable de me faire une tête là-dessus, tu sais, je trouve que c'est quand même spécial que tu peux... Puis oui, c'est pas obligatoire, mais que des parents disent « Ah, moi, on part en vacances, nous autres, tu sais, puis on va revenir une semaine plus tard, mettons, où le kid va manquer la première semaine de la rentrée ou peu importe, puisqu'on est en vacances. » C'est correct, tu veux passer du temps avec tes enfants, faire des vacances, etc. Mais de demander après ça au prof de lui faire du travail supplémentaire pour que ton kid keep up, c'est là que je trouve ça un peu... tu sais, il y a pas de temps supplémentaire quand t'es prof, là. T'es pas payé t'en double jamais, là. Non, puis dans le fond, mais l'absentéisme, ça, c'est un autre. Moi, je pense qu'on a quand même un rôle à jouer que, tu sais, il peut y avoir des règles que, justement, quand le parent part de son propre gré en voyage, là, tu sais, je parle pas d'une absence là, qui est justifiée, mais quand c'est un choix de parent, c'est sûr que c'est pas comme, c'est ça, est-ce que c'est nécessaire? Il peut y avoir toutes sortes, ces questionnements-là sont judicieux. Puis je pense que ça peut se travailler ça aussi quand on a une philosophie école. Puis si c'est clair à l'ensemble des parents que quand c'est un choix de parents, ben peut-être que ça vient pas nécessairement avec des travaux puis des tâches à faire en plus. Il y a quand même un bout de gros bon sens, là, on s'entend là-dessus. Là. Fait que moi, je le verrais que, tu sais, il peut y avoir des enlignements écoles pour nommer ces choses-là. Ben, quand je dis nommer, la direction on a des normes et modalités, on a certains leviers, là, qui peuvent, où on pourrait avoir ce genre d'encadrement-là. Là. Quand tu sais, mettons, tu prends le recul, Pierre-Samuel, tu sais, justement, t'es parent, t'as été enseignant, t'es rendu directeur d'école, t'as été étudiant aussi, t'as été élève quand t'es jeune. Je vais peut-être faire un parallèle boiteux, mais tu sais, mettons, aujourd'hui, on regarde, mettons, si on se met dans un contexte économique, quand tu regardes l'inflation, puis le coût de la vie, puis là, on dit que les salaires ne suivent pas, puis tout ça. Si je prends le milieu de l'éducation, depuis, mettons, les 30 dernières années, mettons, les avancées au niveau de la société ont été vertigineuses, là, au niveau de la technologie, au niveau du côté, mettons, social, économique. Notre société a vraiment avancé à vitesse grand V depuis 30 ans. Puis j'ai l'impression que le système d'éducation au Québec a peut-être pas, peut-être pas, je suis convaincu en fait que le système d'éducation n'a pas réussi à suivre ce mouvement-là. Puis, en fait, d'un, est-ce que tu penses effectivement que l'éducation n'a pas suivi? Puis de deux, c'est quoi les plus grands défis du milieu de l'éducation au Québec pour se mettre à la page puis arriver, mettons, dans le même millénaire que dans celui dans lequel on est en ce moment? Ben, je pense à ta question, Tristan, que, tu sais, au niveau, est-ce que... Il n'y a pas juste l'éducation qui n'a pas évolué. Non, il y a bien des affaires. Mais en fait, tous les domaines qui relèvent du gouvernement. Mais tu sais, moi, je suis un éternel optimiste et je vous dirais, moi, ce soir, je vous dirais pas que, tu sais, le réseau, est-ce qu'il s'est adapté complètement? Bon, il reste probablement certains défis, mais il y a quand même, tu sais, il y a quand même des évolutions, là. Puis je pense qu'on pense juste à la pandémie. Les questionnements que ça soulève, le goût d'aller un petit peu plus loin mais juste au niveau technologique, moi je pense que ça, là, l'année pandémique qu'on a vécue, là, pour nous, là, c'est l'équivalent, moi je pense, de pas une dizaine d'années, là, mais l'utilisation de Teams, tout ça, là, pour arriver à être. Parce que les enfants d'aujourd'hui, là, ils sont nés dans les réseaux sociaux, ils sont nés avec un ordinateur, ils sont nés avec les iPads. Fait que c'est sûr qu'on a à s'adapter au niveau de ça. Puis des défis, moi, pour le réseau, c'est moi, je pense qu'il faut travailler encore plus en équipe, faut décloisonner, il faut partager ce qui fonctionne dans nos écoles. Faut être capable de mettre à l'avant-plan ces éléments-là, là, où ça fonctionne, on peut. Mais il y a eu des initiatives cool, je trouve, tu sais, comme au début, là, tu sais, c'est sûr que tu as déjà entendu parler de Madame Marie-Ève. Oui. Ben, c'est ça. Moi, j'allais au secondaire avec Marie-Ève, justement. Fait que je la connais, mais je trouvais ça cool comme initiative. Ça a super gros pogné et tout. Tu sais, tu parles d'avancer. Bon, ben, parfait. Tu sais, ça, c'est un truc qui a fait avancer. Mais tu sais, on parle de Teams et tout. C'est quand même une technologie qui existe depuis
un bout de temps, tu sais, il y a des choses qui sont encore un petit peu archaïques. Je suis sûr que vous avez encore un fax à quelque part dans l'école. Oui, on a encore un fax parce qu'on travaille pour deux raisons. Parce qu'on travaille avec le système de santé. Ça, c'est le premier, c'est nos partenaires. Puis, dans le fond, juste pour info, là, parce que des fois, les gens ils disent à quoi ça sert un fax? Mais vous rappelez que quand il y a une panne de courant, ou ça, je l'ai déjà vécu dans un milieu plus rural, dans mon ancien milieu, où là, il n'y a plus d'électricité, ben la ligne de fax, c'est quand même elle qui va fonctionner. Fait que tu sais, quand tu te retrouves avec des enfants, puis bon, des parents qui essaient de te joindre à l'école, fait que nous, en cas d'urgence, on a quand même la ligne de fax. Non, mais c'est un numéro ça se transforme en ligne, puis on peut faire des communications avec cette ligne-là, là, parce que des fois, les gens se demandent à quoi à quoi ça sert, là. Mais ça sert entre autres à ça, cette ligne-là. Parce que nous, faut... Mais tu sais, on a des cellulaires maintenant aussi, tu sais. Mais c'est ça. Mais écoute, je pense que l'histoire mérite d'être entendue. Par exemple, moi, je pense à quelque chose en particulier. Là, tu parlais dans le milieu rural. Je sais pas si tu allais parler de ton histoire de la tempête de neige. C'est pour ça que le fax a été utile dans ce moment-là. Toi, tu te rappelles de ça? Oui, on a vécu ça. Là, c'est une année avant la pandémie où il y a tellement eu une grande tempête de neige qu'on a dû être isolé à l'école. À ce moment-là, c'était la première fois que ça m'était arrivé. Vous étiez pogné dans l'école? Dans le fond, on avait dû prendre, parce que c'était trop dangereux d'amener les autobus chercher les élèves. Fait que dans le fond, la décision qui a été prise à ce moment-là, ce fut de garder les élèves à l'école avec les enseignants. Donc, les enseignants et les élèves, ça a bien tombé. Je m'étais déplacé entre mes deux milieux ce midi-là. Puis, la température était vraiment exécrable. Mais bon, je m'étais rendu dans le plus petit milieu. Et puis, bourrasse de vent. Nous, on avait une immense cour extérieure. On ne voyait pas plus loin que le bout de son nez. Fait que bref, on avait pris la décision de garder les élèves à ce moment-là, mais on avait l'électricité, Tristan, mais on a quand même communiqué. Fax, le gars du fax. Non, on les a appelés, on a pris un téléphone, là, mais ceci étant dit, les parents, c'était judicieux, puis même là, on a dû s'organiser pour le souper, à faire un repas un peu plus collectif. J'avais la municipalité aussi qui a travaillé avec nous cette soirée-là. Ça va être cool quand même, overall. Ça a été vraiment une belle expérience. Vraiment. On s'est même questionné à savoir, est-ce qu'on va devoir dormir à l'école? Puis finalement, vers 20h, on a pris la décision de communiquer avec les parents. de communiquer avec les parents puis qu'ils puissent venir chercher leur enfant. Puis je vous dirais qu'autour de 9h, puis toute l'équipe était restée. On était restés ensemble. Là, on était 7 ou 8 là, à ce moment-là. Mais quelle expérience. Bon, des tequila fire, des fire. Non, ça finit une soupe Lipton. On a joué à des jeux de société. Non, ça, c'est pas arrivé à ce moment-là. Tu fais des whisky bars, je sais pas trop. Avec les enfants. Non, une fois qu'il était parti. OK. Mais là, dans toute cette histoire-là, le fax, il a servi à quoi? Non, mais le fax, il n'a pas servi à rien parce que là, on avait nos lignes. Mais si, mettons, on manque de courant, ben, cette ligne-là, ça arrive, là, pour toutes sortes de raisons. Des fois, on a déjà manqué le courant. On a même dû amener une génératrice pour minimalement faire fonctionner les micro-ondes. Mais ça, c'était plus quand j'étais en milieu plus rural, là. Fait qu'à ce moment-là, ben, la secrétaire peut utiliser cette ligne-là pour téléphoner ou recevoir des appels. C'est quand même aidant quand il reste plus non plus de pourcentage sur ton téléphone cellulaire. Non, c'est ça, tu sais, il y a des enjeux, je pense, en milieu rural qu'il y a peut-être moins en ville qu'on connaît. Exactement. Marc-Antoine, je sais où est-ce que tu habites. C'est sûr que dans ça sonnait comme une menace, ça. Non, pas comme une menace, mais tu sais, je sais où est-ce que tu habites. Mais non, mais. I know what you did last summer. Dans le coin où est-ce que t'es, tu sais, je pense que c'est moins un enjeu, mais dans des endroits justement en campagne où peut-être un enfant il est à 20-30 minutes d'autobus de la maison, ça devient plus compliqué un peu aussi. Exact, puis. Vive les fax. Ben, de là à dire vive les fax. Tu sais, pour des situations qui arrivent une fois par 1000 ans. Mais en même temps, c'est ça. Mais nos partenaires, la santé actuellement, mon intention n'est pas de dénigrer personne là, en disant ça, là, mais dans le fond, ils nous communiquent des rapports qu'on va recevoir pour des élèves ou des demandes qu'on pourrait faire aux archives.
Actuellement, on reçoit quand même certains rapports à ce niveau-là par fax. Là, Par fax. Mais j'imagine même que pendant la pandémie, ça y allait au toast entre le réseau de la santé et le réseau scolaire. Les lignes de fax devaient être engorgées. Ça devait surchauffer. Ben non, mais on doit absolument travailler avec eux. La pandémie nous a appris aussi que ultimement, il y a des écarts dans le sens que les élèves qui réussissent, ils continuent de réussir, mais nos élèves plus vulnérables, il y a toutes sortes de situations un peu plus complexes aussi. Ceux pour qui que la motivation est plus dure. Puis, dans le fond, à ces moments-là, on a besoin de travailler pas juste l'environnement scolaire, mais l'environnement familial, d'essayer de voir comment on va garder nos élèves motivés. Ultimement, là, on souhaite qu'ils soient qualifiés, là, ces élèves-là, même si on est dans une visée du primaire, mais à la fin de leur primaire, vers où ils s'enlignent, comment ils. Ah, mais ça commence oui, tôt. Ça commence tôt. C'est ça. Moi, je suis vraiment. Moi, je trouve. Ça m'a fait chier la pandémie pis tout, là, mais le bon côté, c'est que moi, ma fille est née le 14 mars 2020. Là, fait que direct le lendemain du confinement. Fait qu'elle a vécu la pandémie, elle a 2 ans. Fait que elle a pas vécu ça comme tel, l'école, tout ça, mais je suis sûr que c'est un enjeu quand même gros pour beaucoup d'enfants. Là. Ben là, oui, au primaire, mais au secondaire et plus, là, rester éloigné de ton cercle d'amis, si tu veux, de l'école, surtout quand tu es au primaire, tu commences, mettons, quelqu'un qui finissait un enfant qui finissait le préscolaire puis qui rentrait en première année primaire puis deuxième année puis qu'il y a pas d'amis comme tel, ça doit être rough. Là. Ah non, effectivement, moi ma fille est entrée elle était en maternelle quand la pandémie a commencé, puis elle nous a toujours vu aller à l'école, dans le fond l'école c'est la vie chez nous là. Mais pour elle l'école ça se pouvait pas que ça ferme. Dans le fond, c'est le fun une fois dans l'année quand il y a une tempête de neige. Exact, pendant 8 semaines, OK. Après ça, tout ce qu'on a vécu, fermeture d'un côté, fermeture de l'autre. Jusqu'en décembre, on avait une épée de Damoclès en haut de nous où là, lorsqu'il y avait 2 cas, on devait fermer une classe. Fait que ça, depuis janvier, c'est une excellente nouvelle pour le réseau. Ça enlève tout cet aspect-là d'insécurité-là où on va peut-être fermer une classe, puis malgré tout ce que l'enseignement à distance nous a amené de bénéfique, il y a quand même le fait que quand ça se passe en présentiel, quand il y a un contact humain, quand il y a un enseignement, veut pas, les élèves là sont plus engagés là, puis ultimement ils vont mieux réussir là. Ils interagissent, puis ils interagissent entre eux, ils socialisent, c'est important là, c'est vraiment important effectivement là. Puis pour pas non plus que le fait d'être devant un écran, ça devienne que la pandémie aussi a fait ça, là, le télétravail, les enfants ont... Ben, puis c'est encore plus tough pour des enfants du primaire, puis pour les parents aussi, parce que au secondaire, mettons, le kid est capable d'être devant son écran puis de suivre son cours, même si qu'il le fasse ou qu'il le fasse pas, mais au primaire puis au préscolaire, en enseignement à distance, le parent n'a pas le choix d'être présent. Exact. Comme soutien technique, mettons, là, on s'entend. Ben, entre autres. Ah non, exact. Mais tu sais, ça fait qu'il peut pas travailler pour vrai pendant ce temps-là. Tu sais, à la limite, ton enfant est au secondaire, au pire, tu peux travailler un petit peu pendant le temps qu'il fait son cours à distance. Mais au primaire puis au préscolaire, ça se fait pas vraiment. C'est une autre game complètement. Puis l'enfant, il a besoin de socialiser, là. Je veux dire, il a besoin de avoir des conflits, apprendre à les régler, parler avec les autres. Là, ça, c'est vraiment important. Là. Et puis j'entendais ça, moi. Tu sais, ma blonde a donné des cours à distance à la maternelle, puis j'entendais ça. C'était la cacophonie sur le Teams, justement. Les kids se parlaient entre eux autres. Tu sais, c'est comme tough de faire de la discipline sur un écran. Là. Ah ouais, t'es loin, hein. Oui, puis le parent, il a une responsabilité, là, effectivement. Tu peux pas gérer. Mais ça, des fois, les parents, la génération qui sont là, c'est comme les enfants rois de notre génération ou whatever. Les parents, je te dirais qu'il y en a qui s'en sacent pas mal. Là. Ouais. Puis tu dois en voir toi aussi, là, des fois, des parents que c'est comme, boy, tu sais. J'en vois toutes les sortes, rassurez-vous. C'est ça. Mais il y en a des bons, ça existe encore des bons parents. Moi, je veux pas rentrer dans la généralisation. Moi, je vois, vraiment pas. Des parents qui, là, ont hâte, justement, que l'école soit plus accessible parce que, tu sais, dans le contexte de la pandémie, on a dû restreindre les accès, on a dû diminuer tout ça, mais il y a encore des gens qui souhaitent collaborer, qui souhaitent s'impliquer dans l'école. Je pense que c'est important, là. L'école est au cœur d'une municipalité, est au cœur d'une ville, puis est au cœur d'un quartier, ultimement, là. Fait que c'est très important, ça.
suis très d'accord. C'est quoi, parmi toutes les mesures qui ont été mises, là, mettons, dans les 2 dernières années, c'est quoi celle, tu sais, que faudrait jamais, à ton avis, que ça revienne dans les écoles, là, à ne plus faire jamais? Ben, c'est sûr que l'aspect de fermeture d'école, imaginez, là, vous, là, que vous êtes chef d'entreprise, là, puis là, on vous dit, votre business peut fermer à tout moment. Tu peux te lever le matin. Moi, ça a été ça mon quotidien cet automne parce que, tu sais, dans le fond, ben là, au deuxième cas, ben là, on ferme. Fait que là, imaginez la mécanique, là. On envoie une lettre, on appelle chacun des parents. De ça, c'est dans une demi-heure, là. Après ça, on déploie tout le matériel informatique. On fait tous les suivis, on fait des boîtes. Euh, Bref, je vous épargne toutes les opérations en arrière de ça, mais le fait que l'école puisse fermer, ben pour moi, ça demeure, tu sais, ça fut rassurant quand, justement, il n'y avait plus cette possibilité-là là, que l'école allait demeurer ouverte. Il y avait différentes mesures qui allaient être mises en place, mais c'est sûr que là, au début de la pandémie, de fermer des classes là, pendant 10 jours, pendant justement que Mais c'était impensable, c'était jamais arrivé. C'était impensable, c'est jamais arrivé là, dans l'histoire du Québec, cette façon-là de faire. Fait que ça a mis une pression sur les écoles, ultimement sur les directions d'école, sur tout ce qu'on avait à faire pour maintenir un service aussi pour les enfants, là. Sauf qu'à l'inverse, tu sais, mettons une compagnie, l'école, tu le sais qu'éventuellement ça va réouvrir, tandis qu'une compagnie, ça se peut que ça soit la fin. Là. C'est ça qui a été triste. À cause d'éléments comme ça. C'est ça. Ça fait être le coup de grâce des fois. Exact. Puis je sais qu'à ce niveau-là aussi, nous, on avait pour notre sécurité d'emploi, comme vous dites, c'est ça. Nous, l'école allait continuer d'exister. Je suis conscient. Tout est payé pareil pendant ce temps-là. Je suis conscient que, dans le fond. mais toi, t'es pas syndiqué, dans le fond, c'est vrai. Mais je suis conscient qu'il y a toute cette réalité-là, là, qui, pour les entrepreneurs qui, justement, eux qui se sont lancés en affaires, en tout cas, moi, je lève mon chapeau à tous ces gens-là qui ont quand même eu le guts, puis l'initiative, puis l'ambition d'y aller. Puis je suis sûr que c'est pas évident pour eux non plus là, de trouver le bon créneau, puis d'avoir ultimement des clients là. Fait que c'est pour ça que j'imagine qu'il y a des jeunes adultes qui vont revenir à l'école, qui vont aller peut-être en formation professionnelle. Tu sais, nous, J'espère, parce qu'il manque de main-d'œuvre dans tous ces secteurs-là. Exact. Comme en ce moment, moi, j'ai mes collègues là, en formation professionnelle qui nous expliquaient que, tu sais, comme le marché a tellement besoin de main-d'œuvre que des fois, on escamote l'étape d'avoir une qualification, que ce soit un DEP, que ce soit une formation préparatoire au travail. Ça demeure des éléments importants pour nos jeunes d'avoir ce bout-là. Puis justement, en contexte où il y a des gens qui ont parti des entreprises, puis là, ils se retrouvent le bec à l'eau. Mais y en a-tu beaucoup? As-tu un chiffre? Je sais pas si toi, c'est dans le genre de statistique que tu as ou quelque chose. Parce que oui, il manque de main-d'œuvre, mais il y avait cette main-d'œuvre-là disponible avant la pandémie. Ils sont rendus où? C'est-tu tout du monde qui ont parti des entreprises ou qui sont retournés à l'école? Ils sont partis à la retraite aussi, je pense. Là. Je pense que le nombre de retraités versus le nombre d'étudiants qui s'en venaient était vraiment, il y avait un gros écart entre Exactement. Les deux. Moi, je vous dirais que les retraites, dans le fond, tu sais, c'est ça la majeure, là. Tu sais, juste. Fait que pandémie ou pas, ça aurait été la même affaire. Je pense qu'au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, il y a quand même un élément qu'il faut attaquer, là. Ben parce oui. Que, tu veux dire, comment on fait pour faire du recrutement? Comment on peut rendre la profession enseignante? Là, je vais parler pour moi. Mais tu parles de l'enseignant, mais la pénurie de main-d'œuvre en général, parce que dans les domaines plus professionnels, il n'y a pas tant de pénurie, tu sais. En fait, OK, dans le domaine public, comme l'enseignant, oui, peut-être, les infirmières, etc. Mais moi, mettons, dans mon domaine, en marketing, il n'y a pas de pénurie vraiment. Il y a une pénurie d'employés, mais il y a beaucoup de pigistes disponibles. Puis la main-d'œuvre que tu vois qui manque partout, c'est toute des métiers, mettons, plus de première ligne. Tu sais, comme, mettons, serveur au resto, tu sais, toutes des affaires qui ne demandent pas nécessairement une qualification des études ou quoi que ce soit, là, qui sont très importants, mais ils sont obligés d'augmenter les salaires, les employés sont pas fidèles, puis ils vont d'une place à l'autre. J'ai pas la donnée spécifique, là, mais je comprends ton questionnement, mais nous aussi. J'ai des clients, moi, qui cherchent, c'est l'enfer. Tu sais, des musées qui cherchent du monde, trouvent pas de personnes pour faire les visites guidées, ou ben des camps de jour qui manquent d'employés, ou des épiceries qui ont pas d'employés non plus, où les gens viennent, ils travaillent une journée, ils s'en vont le lendemain, ils reviennent pas. C'est fou, là. Puis j'ai hâte de voir. Ben, au niveau des enseignants, habituellement, en début d'année, on réussit à combler tous nos postes, là, tous nos postes vacants. Mais en cours d'année, quand il arrive des éléments ou des départs, là, c'est sûr que c'est plus difficile. Là.
Ouais. Puis tu sais, nous, c'est ça. Ça dépend. Il y a toute une mécanique aussi pour accéder à ces contrats-là. Là. Mais il y en a aussi en première ligne, nous aussi, là, tu sais, TES, personnel de soutien. Nous aussi, là, on a à chercher des. Mais comment faire pour devenir plus attrayant aussi comme organisation? Là? Moi, ça me Ben, questionne. c'est pas ben, je pense que moi, gros problème, c'est que le métier d'enseignant n'est pas valorisé au Québec. Et ça ne l'est pas assez, en tout cas. Regarde des pays scandinaves où est-ce que c'est genre des super-héros de la société. Comparativement à ici, ça ne l'est pas. Je pense que, je leur dis, je pense que le syndicat est un gros frein à tout ça. C'est pas tentant pour quelqu'un d'aller à l'école faire un bac de 4 ans pour être enseignant, puis après ça, avoir des conditions où est-ce que tu vas faire de l'overtime. Puis tu sais, tout le monde parle de les profs, ils chialent, ils ont l'été de congé tout le temps. Ils n'ont pas l'été de congé. L'école est fermée l'été, ils la payent toute l'année. Il y a un montant qui est retiré sur leur paye pour pouvoir avoir les 2 mois de congé l'été. Puis à la fin de l'année, c'est pas tant un congé, parce qu'à la fin de l'été, il faut quand même qu'ils préparent leur retour. Puis qu'ils lavent leur matériel, puis qu'ils préparent, classent leurs affaires, etc. Fait que tu sais, je trouve que c'est pas une profession qui est valorisée assez, au même titre que les infirmières puis les infirmiers. C'est tous des domaines qui sont, je trouve, undervalued, je trouve. Comment avez-vous des idées? Comment on pourrait faire pour valoriser ça davantage? Ben, c'est une bonne question, ça. Honnêtement, il aurait fallu que j'invite ma blonde sur le podcast qu'elle ait des suggestions. Non, parce que, tu sais, il y a aussi cette réalité-là. Dans le fond, l'enseignant, effectivement, il travaille sur 200 jours. Ben, le salaire, déjà, est pas si un instant. Tu sais, c'est pas. Là, ils ont augmenté un petit peu, mais tu sais, tu topes à 92 000. Il me semble que c'est ça, là, le dernier échelon, quelque chose comme ça. Ouais. Ils ont augmenté l'échelon d'entrée comme tel pour attirer du nouveau monde, mais toi, tu as sûrement cette statistique-là, c'est combien de personnes qui quittent dans les 4 premières années? Ben, ils disent à peu près, là, entre 15 et 20% à peu près de nouveaux. C'est énorme. Quand même mais énorme, nous, on essaie de mettre, on a un programme d'insertion professionnelle, c'est-à-dire que quand il y a un nouveau, on souhaite l'appairer rapidement avec une conseillère pédagogique. Puis on travaille aussi à quelque chose à l'intérieur de l'école pour justement, parce que dans les prochaines années, il faut être capable d'accompagner ces nouvelles personnes-là qui arrivent pour qu'ils puissent être accueillis, mais qu'ils puissent connaître un peu le fonctionnement de l'école, qu'ils puissent avoir des repères. Fait qu'on travaille aussi quelque chose au niveau plus local là, dans notre école pour toute cette arrivée. C'est ça, dans ton école. Dans notre école, mais au niveau centre de service, nous, c'est aussi une priorité parce que c'est préoccupant, cette statistique-là, en sachant qu'il y a beaucoup de retraites à venir dans les prochaines années. Ben mais ça, je dis que tu es un bon directeur, de ce que j'entends. Ben, tu sais, comme t'es notre invité, on va te lancer des phrases un peu. Non, mais pour vrai, tu sais, c'est tous des arguments, des choses que tu dis qui font du sens à mes oreilles, tu sais. On essaye de mettre en place, mais il y en a plein, je suis sûr, qui s'en foutent, puis sont là pour ramasser le chèque. Oui, parce qu'ils sont jugés sur leur gestion du budget, les directeurs. Exactement. Ben, nous, je vous dis. Puis ils ont des bonus s'ils dépensent pas tout. Nous, on est plus au niveau de honnêtement, là, mais on travaille vraiment en fonction de la gestion pédagogique, puis de la fonction de. Puis non, il y a pas de bonus attitré à la gestion des budgets ou. Non, tu sais, on est tous balisés par des règles, là. Vous imaginez aussi notre traitement est balisé par des règles. Il me semble que j'ai entendu ça, moi, que si tu dépensais pas le budget, t'avais un bonus. C'était peut-être des commissions scolaires avant, par exemple. Il n'y a pas de bonus, non. Oui, il y a une chose par rapport à être attrayant pour la profession, puis, tu sais, bon, moi, j'ai aussi été en couple avant avec une enseignante, puis moi, je trouvais ça aberrant quand elle me parlait de ça. Quand je l'ai rencontrée, elle avait déjà son poste, elle avait même une permanence, tout ça, c'était correct, mais pendant les stages n'étaient pas rémunérés. Non. Je veux dire, ça, je veux dire, la personne travaille, met en pratique des acquis, puis essaie de se faire une place dans la vie, d'avoir un métier qu'elle aime. Puis quand elle va travailler, puis qu'elle va se mettre dans le bain de l'enseignement avec tous les défis, toutes les contraintes que ça peut avoir, puis un peu le poids émotif, d'être avec des enfants au quotidien, ça a une charge aussi. Pas payé. Je veux dire, c'est juste ça, moi, ce serait la base. Effectivement, ça, je trouve que c'est intéressant que de rémunérer le stage 4, là, du moins. Le dernier, sans, mettons qu'on avait à travers tout ça, parce que, comme tu dis, au niveau du stage 4, c'est une prise en charge complète. Là. Moi, je l'ai vécu aussi, puis on a à organiser la classe à laquelle
on travaille, puis à ce moment-là, moi je devais je devais travailler par la bande pour avoir des sous un peu, mais tu fais quand même ton 30-35 heures dans la semaine dans la classe. Mais oui, l'idée est intéressante de rémunérer, du moins je pense le stage 4 là, tous ceux qui j'imagine qu'il y a des discussions à cet effet-là parce que c'est une mesure qui est faisable. Puis après ça, ces personnes-là, ils pourront travailler, je pense, dans le centre de service ou dans les écoles. Quand la personne est déjà un peu elle s'est engagée là, envers l'école ou le centre de service, me semble des fois, là, le concept de loyauté, ça existe encore, j'imagine. Ben, c'est C'est supposé. Ben, en tout cas, c'est quand tu sais que si tu quittes la commission scolaire, tu perds ton ancienneté, c'est une loyauté un peu forcée. Ouais, ça, écoute, ça c'est terrible. Puis il y a toute cette réflexion-là, effectivement, à y avoir. Puis je sais, en fait, est-ce que, je sais pas au niveau des entreprises, là, je vous lance la question, mais est-ce qu'il y aura encore des gens qui vont travailler 30-35 ans dans une même organisation? Là? Moi, c'est des non. questions que je me pose. Là. On est jeunes, là, mais Non, je non. pense pas qu'il y a des. Comment on va faire là pour parce qu'on avait des gens dans le réseau qui ont travaillé 30-35 ans. Là, c'est wow, là, pensez-y, là. C'est vraiment. Nos parents, c'était ça, mais c'est parce que quand tu travailles pour le gouvernement, je veux dire, t'as un fonds de pension assuré. Fait que si t'aimes ta job, mettons, ou ben, tu sais, puis même puis je pense qu'il y a quand même un gros taux de décrochage d'enseignants. Une des raisons, c'est que je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en vont en enseignement pour les mauvaises raisons. Eux autres, c'est le 2 mois de vacances l'été, justement, qui leur parlent, puis des vacances à Noël, tout ça. Puis ça, ça fait longtemps, j'ai déjà eu d'autres personnes que je connaissais qui étaient enseignants, puis c'était ça, là, tu sais, puis ils avisaient dans les cours à l'université de dire, je pense qu'elle donne la statistique d'un cours à l'université directement, de dire, il y a tant de pourcents qui décrochent après 5 ans, puis c'est ça, il y en a qui sont là pour les mauvaises raisons. Oui, parce qu'il faut être passionné, effectivement. Ben, il faut. Vocation hey, puis tu sais, c'est drôle parce que tu sais, je disais à ma blonde, hey, je check ça, j'ai un billet de 28 millions dans l'auto. J'avais un Loto Max, tout ça. Finalement, j'ai juste gagné 5 piastres, mais c'est une autre histoire. Mais je disais ça, j'étais là, tu sais, elle dit, on ferait quoi avec 28 millions? Je suis là, ben, on arrête de travailler. Puis elle dit, mais moi, j'aime vraiment ça, ma job. Je suis là, bon, ben, parfait. Ben, toi, moi, je vais arrêter. Continuera, moi, je vais arrêter. Fais ce que tu veux. Mais ça pour dire que oui, effectivement, il y en a qui sont passionnés, puis c'est correct. Puis, tu sais, je pense que ça n'en prend beaucoup plus que pas assez dans ce domaine-là. Parce que c'est eux qui forment la prochaine génération. Ben oui. Puis donner le goût aux élèves d'apprendre, donner le goût. Exact. Vous avez sûrement un prof que vous avez en tête là, qui vous a donné le goût. Exact. Dans le fond, ça marque quand même notre identité là, quand on devient des adultes. Là, ils nous ont fait réfléchir au bon. Puis si on peut faire cette différence-là, je pense que on ouvre des portes. Hein. Non, c'est clair. Moi, tu sais, le temps file, là, une question que je vais te poser. Puis, tantôt, tu disais, Pierre Samuel, qu'il était un éternel optimiste. Ça, je crois ça parce que je te connais aussi à l'extérieur du podcast. Puis, mais s'il y avait une chose tu pouvais peut-être pointer ou identifier dans ton travail que tu aimes le moins, c'est quoi que tu aimes le moins faire dans ton travail de direction d'école? Qu'est-ce qui te, mettons, là, si c'était juste ça ton travail, tu changerais de job? Qu'est-ce que j'aime le moins faire? C'est une bonne question, ça. Hein? Qu'est-ce que j'aime le moins faire? Une colle, ça. Non, mais tu sais, dans le fond, actuellement, moi, j'essaie toujours parce que, tu sais, nous, là, moi, je veux être sur le terrain, je veux être sur le plancher, je veux comprendre les problématiques qu'est-ce qui se passe avec des élèves, avec des équipes de travail. C'est sûr qu'il y a tout un aspect administratif. Comment faire pour venir optimiser ce bout-là? Parce que, tu sais, ça va demander du travail là, le soir. Là. Je dois pas être le seul directeur au Québec à avoir travaillé là, des soirées, là, mais, tu sais, dans le fond, comment on pourrait faire pour, encore une fois, diminuer ce bout-là administratif? Moi, c'est vraiment ça ma préoccupation parce que je me dis, ultimement, on va se recentrer sur les élèves, sur les classes, sur le fonctionnement de notre école. Là. Fait que c'est sûr que quand on a à faire du temps
Puis moi, l'administratif, je vous cacherai pas, là, je fais ça le soir, là. Tu sais, des suivis, je vais faire ça le soir parce que dans la journée, il y a des opérations, il y a des situations un peu plus urgentes qui vont arriver, il y a des élèves qui peuvent se désorganiser, il y a du soutien à donner à gauche, à droite. Tu sais, mais c'est tout l'aspect, tu sais, c'est un engagement en soi, là, le métier de direction d'école là, en 2022. Là, il faut vraiment 24 sur 24, 7 sur 7. Tu sais, je vais être responsable de aussi, par exemple, l'alarme. Tu sais, dans le fond, il y a toutes sortes de des appels des fois durant la nuit. Il y a toutes sortes de situations là. Tu sais, il y a toutes sortes on est imputable de toutes sortes de choses aussi, administratifs, là. Puis d'essayer de travailler de moins en moins les soirs là, pour rééquilibrer un peu. Bon, encore une fois, désolé, on a beaucoup de problèmes. D'après moi, il y a quelqu'un qui nous watch dans la commission scolaire qui veut pas qu'on parle trop en mal des choses. Fait que en fait, ça a coupé juste quand Pierre Samuel allait nous parler de ce qu'il aimait le moins dans la profession. Fait que c'est un signe, je pense. Fait que ben écoute, Pierre Samuel, t'es là avec nous encore? Oui, vous m'entendez? Bon. Ouais, on t'entend. Je pense qu'on a quand même fait un bon bout de discussion là-dessus, sur le sujet. Je pense que ça a été vraiment intéressant. Je pense qu'on va, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur l'ensemble de l'œuvre. Non, ben je vous remercie les gars de m'avoir invité en deux martinis. Donc, j'espère que j'ai pu intéresser un peu votre auditoire. Vous êtes écouté par combien de personnes à peu près? Avez-vous ces données-là? Ouais, non, faut qu'on check. On les garde privés, on est humble. Ah, vous êtes l'humilité, c'est l'idéal, c'est parfait ça. C'est ça, exact. Fait que... Mais de toute façon, après ça, une fois que tu vas être passé, ça va jumper encore plus. Ouais. C'est ça, hein, on va venir, on va augmenter ça, on va demander les codes d'écoute et tout. Là. Tous les centres de services vont vouloir t'écouter puis entendre ce que tu as eu à dire sur le milieu de l'éducation. Est-ce que je vais pouvoir l'entendre moi aussi? Oui, hein? Oui, super. Parfait. Ouais, c'est clair, on va te l'envoyer. Fait que, ben, Crème, on va wrapper ça, on va rappeler nos plateformes à la fin pour ceux qui nous suivent, qui vont s'être rendus jusqu'à la fin malgré tout. Donc, on est sur Spotify, sur Apple Podcasts, SoundCloud et YouTube. On est sur Twitter au @2martini en lettres, sur Facebook entre 2 martini et sur Instagram également entre 2 martini. Puis, si vous voulez nous écrire, c'est entre2martini@gmail.com, entre 2 martini, tout en lettres. Fait que Pierre Samuel, merci encore beaucoup de ta participation aujourd'hui. C'était bien enrichissant, puis on est bien content de t'avoir eu. Puis on va essayer ça, des Jackfire trucs. C'était mon mot de la fin, c'était Jackfire. Je vous souhaite de l'amour et beaucoup de Jackfire, mais j'ai vu que tu parlais de Clamato fumé, Marc-Antoine. Oui. En tout cas, un jour, j'aimerais ça essayer ça, voir. C'est parfait. Si tu passes dans le coin, je te ferai essayer ça. Yes. Fait que, merci. Christian, as-tu un petit mot de la fin? Je te l'ai volé. Jackfire, c'est vraiment mon mot de la fin. C'est une découverte aujourd'hui. Puis je vais essayer ça dans un contexte et dans un cadre bien bienveillant. Bien protégé et bienveillant. Ouais. Parfait. Fait que, sur ces belles paroles, on va vous souhaiter une bonne semaine, des bons martinis, des bons Jackfire. On se dit à la semaine prochaine. Merci. Bye.